garder une certaine disponibilité en énergie. Mais ceci peut se faire au détriment d'autres parties. Et c'est ce qu'on va voir, notamment avec le fait d'avoir éventuellement froid aux extrémités. Et volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Génial, un peu de contexte. Pour parler de température, je mentionnerai personne directement, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec les interprétations qui suggèrent que notre température a augmenté à cause de l'inflammation. Certaines personnes vont par exemple suggérer que la température augmente avec l'inflammation, du coup il faut faire des bains froids ou ce genre de choses, et je comprends très bien la démarche qui adhère à ça, c'est-à-dire qu'on veut réguler quelque chose qui à la base est décalé d'une forme d'équilibre, qui est décalé de notre fameuse homéostasie, l'équilibre physiologique. Ici on parle de thermorégulation, terme juste utilisé pour dire on régule la température, et lorsqu'on regarde depuis l'ère industrielle, finalement, le résumé de toute cette slide, c'est qu'on a globalement perdu un demi-degré. Donc, si on s'attend à être, par exemple, à 37 degrés au milieu de la journée après avoir mangé un repas, ben ici, on pourrait se dire, bon, bah, globalement, en moyenne, pour tous les pays industrialisés, pour simplifier la chose comme ça, on a perdu un demi-degré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le postulat est plutôt l'inverse. Et là, on a des données qui sont quand même relativement récentes. Hein. On parle d'une publication de 2020 sur, justement, tout ce qu'on peut avoir comme données reprises ici. Les données s'arrêtent à 2017, cela dit, même si la publication est de 2020. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ici, on a un petit exemple pratique. Je pense que c'est assez chouette d'aborder ça le jour de l'équinoxe, on change de saison. Est-ce que c'est facile de maintenir une température normale en hiver? Bon, on se dit, bah, évidemment, s'il fait chaud, c'est plus facile d'avoir chaud. Et c'est aussi bête et simple que ce que je viens de dire. C'est normal, il y a moins d'adaptation à apporter entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, comme disait Claude Bernard. Et du coup, là, on peut, mais en fonction de notre capacité à maintenir cette température, le corps va toujours garder une sorte de priorité. Priorité qui n'est pas surprenante aussi parce que je l'ai déjà mentionné, donc j'espère que tout le monde pourra suivre du coup. Le cerveau ne tolère que trop mal une modification d'énergie. Et une diminution de la température au niveau du cerveau, en deçà d'un certain seuil, on peut simplement mourir. On parle d'une hypothermie, vous avez tout à coup le cerveau, je ne sais pas si ça peut arriver facilement, mais 33 à 34 degrés, déjà vous n'êtes plus capable de parler, vous allez clairement pas vous sentir bien, et peut-être qu'on arrive à un stade où on peut simplement dire, bon ben voilà, vous êtes mort à ce stade. Donc on doit vraiment maintenir certaines priorités. Il y a une activité métabolique qui est liée à certains tissus, qui est largement différente. Si on a le bout de la peau de vos doigts, par exemple, comparé à l'activité cérébrale, c'est incomparable. Et donc, on n'a pas les mêmes stratégies ici en termes d'apport de nutriments, en termes d'apport de sang, donc, et puis en termes de gestion de la chaleur aussi par rapport à toute cette forme de priorité qui est mise en place par le magnifique orchestre qu'est notre organisme. Donc, priorité ici, maintenir une température adéquate dans les zones importantes en priorité, et pourquoi pas ailleurs aussi. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, un autre exemple ici, retenir en fait que maintenir la température corporelle élevée en hiver, c'est tout à fait possible, mais ça dépend des priorités. Et puis, on peut considérer que finalement, quelqu'un qui se sent bien en été, mais qui se sent mal en hiver, quelqu'un qui a par exemple un truc assez classique, on parle de syndrome de Raynaud par exemple, qui est vraiment touché par ce syndrome en hiver, mais qui va très bien en été, et bien en fait, ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est avec quelle facilité la personne peut s'en sortir en fonction de sa situation. Exemple très concret, très simple. Il fait 28 degrés dehors, vous avez accès au soleil, et puis normalement vous êtes en hypothyroïdie, voire même en hypothyroïdie qu'on qualifie de subclinique, donc pas vraiment diagnostiqué avec la fameuse mesure de la TSH en bilan sanguin, mais vous avez des symptômes d'hypothyroïdie, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas bien en hiver, vous avez facilement froid, vous avez des problèmes à digérer, vous êtes facilement constipé, etc. Et ici, en été, à 28 degrés, vous digérez bien, vous êtes de bonne humeur et a priori, tout baigne, tout roule. Eh bien, peut-être que simplement, cette température extérieure représente une aide suffisante pour normaliser, pour ainsi dire, votre propre équilibre à ce moment-là. Mais ce n'est pas dit que vous soyez en mesure, plus tard, dans l'année, de vous sentir aussi bien qu'en été. Donc voilà, gardez vraiment cette idée équilibre intérieur, équilibre extérieur. Il y a une interaction en permanence avec l'environnement. Et une des interactions qu'on a depuis qu'on est né avec l'environnement, c'est bien sûr, en plus de la respiration, l'alimentation, la nutrition.
Ça, si jamais, petite parenthèse, ouais, volontiers pour la slide suivante, c'était tiré de l'encyclopédie Résilience, donc ça vient toujours du même projet. Donc, quelques pistes à retenir ici. Donc, en fonction de votre niveau, j'ai envie de dire par rapport à ce que vous connaissez de la physiologie, il y a certaines choses qui vont vous parler, d'autres moins. Ici, pour rester simple, est-ce qu'on a la possibilité de gaspiller de l'énergie? Traduction, est-ce que tout le corps peut rester à 37 degrés? Ou est-ce qu'on va commencer à négocier un petit peu, puis dire, bon, il y a le cerveau qui a besoin de rester quand même assez élevé en température, il y a le cœur, il y a le foie, il y a les reins, et puis on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, toujours cette même idée. Ou est-ce qu'on a juste assez d'énergie pour garder l'essentiel proche de 37 degrés? Et en fonction de ça, on n'a pas la même gestion, pas la même gestion systémique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut vraiment faire un lien avec la manière d'utiliser de l'énergie, la quantité d'énergie à disposition, et puis aussi comment est-ce qu'on distribue l'énergie. C'est une manière de dire, j'aime bien utiliser cet exemple, vous êtes un manager d'une entreprise avec plusieurs employés, quand tout va bien, vous êtes bien payé, vous allez investir, etc., vous allez faire plein de choses cool pour les employés, et puis si tout à coup on vous dit, bon, par rapport au budget habituel, là on n'a que 60% du budget. Vous allez un peu grincer des dents et vous allez faire au mieux avec les ressources, mais clairement, il y a des choses qui vont devoir changer. Et donc, dans ce cas-là, vous allez tourner un petit peu, vous allez diminuer certaines demandes, et le corps fait exactement la même chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de voir ça comme une entreprise, c'est juste pour simplifier un peu l'analogie. Et du coup, on va plus ou moins ouvrir les vannes, pour ainsi dire, vers différents tissus. Et les premiers tissus touchés assez classiques, ce sont les extrémités. Donc, avoir froid aux mains, froid aux pieds, c'est peut-être le moins surprenant à ressentir. Et on a donc un lien aussi avec la vasodilatation. Et la vasodilatation est liée avec, rien de surprenant non plus, des vasodilatateurs. On parle souvent de l'oxyde nitrique, pour les personnes qui voulaient un détail là-dessus, mais le vasodilatateur préférentiel, dont on parle beaucoup moins, est en fait le CO2, le dioxyde de carbone. Et lorsque, peut-être que certains d'entre vous connaissent 2-3 choses que je fais sur les médias sociaux, peut-être pas du tout, mais une petite parenthèse ici. Si vous consommez des glucides avant une séance d'entraînement, ça a un effet très probablement vasodilatateur. Au niveau des veines, vous allez avoir les veines potentiellement plus visibles. Si vous avez mangé, je ne sais pas, une salade de fruits, pourquoi pas avec une pincée de sel avant votre entraînement, plutôt que quelqu'un qui s'entraîne à jeun, qui va avoir aucune sensation pendant son entraînement. Ce n'est même pas une caricature, ça viendra de la manière dont vous allez produire de l'énergie qui va fabriquer une certaine quantité de CO2. Et cette quantité de CO2 est plus importante si vous consommez des glucides que si vous consommez une raclette, pour dire ça comme ça, donc une certaine quantité de sucre, pour faire simple. Et c'est un effet qu'on appelle l'effet de Bohr aussi, qui est intéressant, qui n'est pas juste lié à la vasodilatation, mais à notre capacité à ramener aussi de l'oxygène à un certain endroit. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de détailler ça, mais volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Petite question, c'est une parenthèse, mais tu gères toi les questions s'il y en a, ou je sais pas, je poursuis simplement et on prend tout après? Dis-moi juste si ça te dérange pas, comment est-ce qu'on fait? Je continue? Tu peux continuer, on verra après. D'accord, ok, très bien, c'était juste pour savoir. Alors j'essaie de faire des petits résumés à chaque fois pour que tout le monde puisse suivre, et puis de toute façon je suis là encore pour un moment. Alors ici, j'ai repris quelques exemples, mais que je vais commenter sur la droite, donc on va essayer de faire le lien avec la digestion. Et il y a une magnifique publication ici qui a été faite par mes collègues sur la digestion, et on va essayer de faire plusieurs liens. Donc, quelle connexion avec l'approche atypique, et puis, je suis honoré de faire partie de cette équipe parce que c'est que des gens que j'estime tout particulièrement. Du coup, je me suis permis d'utiliser quelque chose qui est disponible gratuitement. Vous pouvez trouver ça sur la page Instagram, tout simplement, du projet Résilience. Donc, volontiers la slide suivante, puis on va essayer de faire les liens avec la digestion et puis tout le reste. Donc, quand on parle de digestion, le but, c'est d'assimiler des nutriments. Pour faire simple, on mange et on veut en tirer quelque chose. Au final, résumé, on veut en tirer de l'énergie et on veut continuer à pouvoir vivre tranquillement et faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est une manière d'obtenir du cash pour faire tourner notre entreprise qui est l'organisme humain, pour faire très simple. Comment est-ce qu'on obtient cette énergie? Cette énergie vient des aliments. Et donc, les aliments sont décomposés en nutriments, et ces nutriments représentent au final un flux d'énergie. On parlait de ce flux d'électrons au début. Petite parenthèse pour ceux qui aiment bien les détails du côté un peu de la chimie. Si on imagine les glucides ou les lipides qui sont des chaînes carbonées, donc on a du carbone et d'autres choses pour faire simple, des chaînes plus ou moins longues, elles sont finalement décomposées, puis on a une certaine quantité de C, le carbone. Et donc, ce carbone, ce flux d'énergie est finalement accepté, par exemple, lorsqu'il passe par les mitochondries,
Je fais une toute petite parenthèse, hein, il y en a qui détestent la biochimie, mais si on passe par ce qu'on appelle le cycle de Krebs et ensuite la chaîne de transport des électrons, on va avoir comme accepteur final d'électrons, donc accepteur final de ce flux d'énergie qui vient de l'alimentation à la base, l'oxygène. Et donc le C va être accepté par le O et on va produire surprise, CO2. Et avec cette production de CO2, en passant par là, on a finalement une manière d'entretenir de l'énergie. Et puis, dernier petit lien que je fais là, comme on produit une certaine quantité de CO2 dans les cellules qui fonctionnent bien en termes d'énergie, le CO2 va aussi permettre de relâcher de l'oxygène plus facilement à cet endroit-là. Et on a ce qu'on appelle un cercle vertueux énergétique. C'est une manière de dire que lorsqu'on utilise de l'énergie, on produit aussi le signal qui dit « Coucou, on a besoin d'énergie par ici, envoyez-nous la sauce ». Et là, du coup, on reçoit plus facilement de l'oxygène. C'est bien fait. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir la coordination avant même de regarder au niveau cellulaire. Regardez comment est-ce qu'on amène dans le sang quelque chose correctement sans avoir de soucis de digestion. Et on se rend compte qu'il y a des muscles dans le système digestif. Il y a des muscles lisses. Alors, c'est pas la même hypertrophie que si on veut faire grossir le biceps, mais c'est des muscles autonomes, on va dire ça comme ça, qui ont besoin d'énergie pour la coordination. Et puis, si ça ne se coordonne pas très bien, c'est détectable assez facilement. Vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, vous êtes éventuellement constipé. Il peut y avoir l'effet inverse aussi. Je suis désolé, on parle de détails, mais vous pouvez avoir la diarrhée, par exemple, aussi. Donc, il y a une question d'utilisation d'énergie et de coordination. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Et on a un truc extrêmement important dans tout le système digestif. Donc, évidemment, pareil, on parle du système digestif, donc je vais utiliser les termes qui correspondent au début et à la fin. Donc, ça part de la bouche et puis ça sort au niveau de l'anus une fois que tout est terminé, qu'on a pu tirer les nutriments et retirer aussi l'eau. Mais donc, on a la bouche, on a ensuite, faire simple, on a estomac, ensuite on a intestin en plusieurs parties et puis à un moment, ça finit son bout de chemin. Mais la partie juste après l'estomac, c'est l'intestin grêle. Et l'intestin grêle est vraiment, il est long et c'est là qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc dans l'idéal, pour éviter des soucis comme des indigestions, des intolérances, des allergies, il faut s'assurer que notre intestin grêle a sa fameuse paroi qui ne pose pas de problème. Et donc l'idée, c'est de chouchouter, comme il l'est dit ici dans le projet Résilience, sa barrière intestinale. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, on rentre dans un paradigme assez spécial que tout le monde connaît bien. Hein. Nourrir le biote, c'est un peu le leitmotiv qu'on entend partout. Ici, il se peut que je vous dise quelque chose qui va peut-être un petit peu dans la direction opposée. C'est-à-dire que je vais caricaturer ici. Certains vont avoir un discours qui est tellement orienté du côté du biote qu'on va avoir l'impression que on est d'abord des bactéries et puis en deuxième, on est le corps humain parce qu'il y a plus de bactéries que le biote, qu'il y a quand même 2 kilos de bactéries, etc., etc. Et donc, du coup, comme en termes de nombre, il y a plus de bactéries que de cellules, on est gouverné par notre intestin, etc. Je caricature un peu, mais la seule fois où vous allez être vraiment gouverné par quelque chose qui passe en vous, par exemple dans le cas de la toxoplasmose ou ce genre de choses, peut-être que vous connaissez ce genre de choses, vous avez des parasites qui ont un effet incroyable, effectivement, et c'est tout leur système qui leur a permis d'évoluer comme ça, d'interaction avec leur hôte qui fait qu'on va modifier le comportement, il y a des choses qui se passent, etc. Ici, on ne parle pas exactement de ça, même si on verra sur la fin qu'un excès de bactéries peut causer plus ou moins directement un excès d'agressivité qui peut être lié à la sérotonine, qui est loin d'être juste une hormone du bonheur, comme on a tendance à le dire. Pour faire simple ici, un truc important, c'est de se dire, c'est un flux d'énergie, d'accord, mais quand on digère, on veut prendre les aliments, et on veut obtenir de l'énergie depuis ces nutriments. Donc on veut obtenir des nutriments avec le moins de problèmes possible lors de la digestion. Le but, personne n'a jamais dit que le but, c'était de digérer le plus lentement possible. Ce n'est pas un but en soi, c'est peut-être une hypothèse, mais ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de tirer des nutriments et que ça se passe le mieux possible pour nous pour qu'on continue de faire notre vie. Ça, c'est le but, c'est ça. Donc comment est-ce qu'on tire bien les nutriments? Est-ce que ralentir la digestion, c'est une solution? Ça peut être une hypothèse. L'autre, ici, c'est plutôt de se dire qu'une fois qu'on n'a plus besoin de quelque chose, il faut que ça sorte du corps. Et si vous avez tout qui stagne au niveau de la digestion, c'est un petit peu comme si vous aviez une zone délicate, cette fameuse zone où ça peut devenir vite compliqué avec la paroi intestinale, justement. Si tout stagne, c'est comme si vous vous dites, on a des personnes qui ne veulent pas passer on ne veut pas que ces personnes passent les frontières. Ce n'est pas un exemple tout à coup où je vous dis il ne faut pas qu'il y ait de migration ou autre, rien à voir. Hein, c'est juste un exemple qui doit pouvoir parler à tout le monde. Vous dites il y a une frontière ici, soit il y a des personnes qui passent, elles repartent directement. Donc, quelque part, vous avez votre gendarme qui est là, qui dit c'est bon, ils sont repartis. Soit vous avez de plus en plus de personnes qui stagnent ici et qui éventuellement cherchent à passer. Dans quel cas, il y a plus de chances d'avoir de passage, lors de la stagnation, bien évidemment. Donc s'il y a des choses qui passent alors qu'elles ne sont pas censées passer,
Bien sûr, la stagnation ici, elle ne nous rend pas service, loin de là. Et on va voir justement ce qui se passe avec les déchets qu'on peut trouver dans le côlon et puis une éventuelle prolifération. C'est parfait, tu as bien fait de passer, je passe à la suivante, nickel. Merci. Et donc, finalement, un ralentissement arbitraire de l'assimilation, comme on peut avoir avec certaines échelles, qu'on peut qualifier d'échelles réductionnistes, mais qui sont utilisées et utilisables et éventuellement pertinentes quand elles sont bien interprétées, comme l'indice glycémique, l'idée, c'est de comprendre qu'on a notre petit intestin, entre guillemets, qui travaille de pair avec le pancréas et le foie, et donc on a plein de choses qui s'articulent ensemble. Et il faut que ça fonctionne le mieux possible, et ensuite, une fois qu'on a assimilé les nutriments, il faut que ça passe à la suite. C'est une manière de dire, on a pris ce qu'il fallait, le reste on le met plus tard, puis un des rôles qu'on va avoir dans le gros intestin, dans le côlon, ça va être de récupérer l'eau, une manière directe de dire que si vous avez des diarrhées, peut-être que vous n'avez littéralement pas assez récupéré d'eau de ce côté-là par rapport à la vitesse à laquelle le tout circulait. Donc on a toujours une idée de dynamique, de circulation. Donc il y a ce flux d'électrons, qui est finalement l'énergie qu'on arrive à avoir et à conserver de la meilleure des manières possibles, mais il y a aussi comment est-ce qu'on arrive à obtenir les nutriments, et tout ça, c'est la digestion. Et tout doit s'articuler le mieux possible. Et rappel, pour ça, on a besoin d'énergie. Volontiers, la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, son fonctionnement, donc à notre cher intestin grêle, et son entretien aussi demande de l'énergie. Alors là, peut-être que je vais vous parler d'un phénomène avec lequel tout le monde n'est pas familier, mais on parle d'un lien à tous les niveaux entre l'énergie, la fonction et la structure. Un exemple très simple, si parmi vous il y a des pratiquants de sport ou de musculation, on dit pour les muscles, utilise-le ou tu en perdras l'utilité. On arrête de s'entraîner, on se blesse, on a le bras qui est bloqué et puis on avait une certaine quantité de masse musculaire au bras. Après 2 mois où on est complètement bloqué, plâtré par exemple, on regarde notre bras puis on se dit il a fondu. On parle d'atrophie musculaire, et puis là, du coup, on se dit on n'a pas pu utiliser le bras, on n'a pas pu entretenir sa fonction, et on n'a pas pu apporter l'énergie plus le stimulus qui permettait de garder le muscle. En très simple, on a un lien entre l'entretien et le fait de continuer d'utiliser sa fonction qui elle-même demande de l'énergie, parce que notre muscle, il va utiliser bien sûr de l'énergie pour se contracter, etc. Donc c'est une manière simple de voir ce lien à tous les niveaux, qui est extrêmement complexe par contre, entre l'énergie, la fonction et la structure. Et j'aime bien dire quelque chose d'un peu provocateur ici. Si par exemple on dit qu'on veut laisser le système digestif au repos et qu'on arrête de manger, par exemple on jeûne, moi je dis que jeûner pour laisser le système digestif au repos, c'est à peu près aussi utile que de dire à ses employés qu'on arrête de les payer pour qu'ils se régénèrent tout seuls. Les employés ont besoin de leur salaire, ils ont besoin de faire leur vie à côté. Si on voulait moins les stresser, on enlève les facteurs de stress. On enlève peut-être certains polluants, on enlève peut-être un excès d'endotoxines dont on va parler à côté, on enlève des soucis d'autres perturbateurs, mais on garde l'énergie, on garde le salaire de base, entre guillemets. Et donc, comme il a besoin d'énergie, notre système digestif, pour continuer de fonctionner correctement, il se peut que ponctuellement, on diminue des symptômes avec le jeûne, mais sans forcément dire à notre système digestif, OK, on enlève ce qui pose problème, on arrête de manger, mais comment est-ce qu'on fait pour tirer les nutriments qui nous permettent d'entretenir la fonction de notre intestin grêle? Et c'est là qu'on a une sorte de bug à un moment, et qu'on doit se dire, à un certain moment, même si on estime que la stratégie du jeûne est intéressante, il faut réintroduire de l'énergie. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait une intraveineuse et puis on nourrit directement la personne? Ou est-ce qu'on a peut-être d'autres stratégies qu'on va voir tout à l'heure? Alors volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Un premier exemple pratique, parce que ça fait quand même beaucoup de contenu assez dense, je pense. On va parler d'épinards ici. À droite, je vais commencer avec cette partie-là, le meilleur aliment du monde sur le papier ne l'est plus s'il n'est pas bien digéré ou s'il n'est pas bien toléré par la personne qui le consomme. Et ce qui est fou, c'est qu'il se peut que l'aliment soit nickel, que tout soit OK, mais par exemple, vous êtes dans une mauvaise journée, vous êtes stressé, vous n'avez pas dormi, et ce jour-là, ça passe pas. Littéralement, cet aliment, vous ne le digérez pas. Ça, c'est une chose, on en parlera juste après. Mais il y a aussi une règle de base qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'un aliment intéressant et pourquoi est-ce qu'il faut l'intégrer dans le contexte. Donc, premier exemple, épinards crus. Bon, on se dit, épinards crus, alors légumes verts, feuillus, c'est génial, il y a plein de micronutriments. Totalement d'accord. On va dire c'est nutritionnellement dense. Maintenant, est-ce que c'est digeste? Pas pour tout le monde. C'est-à-dire que selon avec qui vous allez travailler, par exemple dans le domaine de la nutrition, si quelqu'un vous dit chaque fois que je mange des légumes spécialement crus, j'ai des ballonnements partout, je me sens mal, etc., puis limite je me sens agressif après, peut-être que vous pouvez revoir votre position de base. Dans ce cas-là, ce sera
dense nutritionnellement, mais ce ne sera pas forcément digeste. Un autre cas, les épinards cuits, on va se dire oui, mais du coup on perd de la densité nutritionnelle, etc. Mais admettons que du coup ce soit digéré. Est-ce que c'est un bénéfice ou c'est un risque? L'idée, c'est à nouveau de digérer l'aliment en question. Donc si le fait de cuire les épinards permet d'améliorer la digestion tout en conservant une certaine densité nutritionnelle, du coup on peut se dire, en fait le compromis est assez bon, peut-être qu'il vaut mieux cuire l'épinard, ou en tout cas pour cette personne à ce moment. Ça nous donne une certaine souplesse d'interprétation ici. Et par contre, est-ce que, parce qu'on a besoin d'énergie pour notre système digestif, est-ce qu'on a assez d'énergie dans les épinards? Non, vous n'allez pas obtenir 2000 calories avec des épinards. Vous pouvez essayer demain, faites pas ça s'il vous plaît. Vous pouvez essayer d'avoir 2000 calories ou 1500 calories avec les épinards, c'est impossible, c'est absolument impensable. Donc, il nous faut d'autres aliments. Ça ne veut pas dire que l'épinard n'est pas bon, ça ne veut pas dire que l'épinard cru n'est jamais bon, ça ne veut pas dire que l'épinard cuit est insuffisant, ça veut juste dire qu'il faut le combiner. Et on arrive au troisième point. On a quelque chose qui est dense nutritionnellement, par exemple des épinards cuits, qui est digeste, pour la personne à ce moment-là en tout cas, mais en plus de ça, on va par exemple rajouter du fromage et du riz. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rajouter le premier fromage industriel et puis le premier riz en plus qui n'est pas forcément idéal pour vous, mais admettons un fromage et du riz qualitatif pour sortir un petit peu d'un trop long discours. Et du coup, on a de l'énergie, et puis on a de l'énergie qui est bien digérée, et on a de l'énergie qui est bien digérée, qui nous apporte en plus des micronutriments qui sont importants pour continuer justement de bien digérer tout ça. Et là, ça devient excellent. Donc voilà la perspective qui est un petit peu différente. C'est pas de dire on arrête de manger du riz parce qu'il y a l'indice glycémique qui voilà. C'est plutôt de dire bon, c'est une manière d'obtenir de l'énergie, mais à côté il nous faut d'autres choses. Parfait, on combine. C'est pour ça qu'on a le droit de manger plusieurs aliments et qu'on n'est plus obligé de dire c'est bon, c'est mauvais, on n'a plus le droit ou il faut absolument. En tout cas, c'est une idée que j'aime bien. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc restons sur notre microbiote un instant. Donc on rentre dans quelque chose d'extrêmement complexe, fascinant aussi, qui est cette interaction avec des choses qui sont là depuis plus longtemps que nous. Les bactéries, les virus sont là depuis plus longtemps que nous. Ils étaient là, ils étaient là avec les virus, ils étaient là bien avant. Donc l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on fait au mieux avec eux. Il y a toutes ces interactions finalement qui rendent la chose magnifique, mais à la fois assez vite complexe. Ce qu'il faut se dire ici, c'est en ce qui nous concerne, nous en tant qu'êtres humains, on essaie de faire notre truc, d'avoir des aliments, de les décomposer en nutriments, d'obtenir de l'énergie à partir de ça en utilisant correctement notamment nos mitochondries pour fabriquer de l'énergie sur le long terme avec le minimum de problèmes. Et donc là, les bactéries, si tout à coup elles se mettent à trop proliférer, on peut avoir quelque chose qui est connu sous le nom de SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, en français la colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle. Donc, c'est une colonisation de bactéries dans la partie supérieure du tube digestif, donc au-dessus du côlon. Normalement, on se dit, au niveau du côlon, juste avant, le rectum et l'anus, avant qu'on évacue, on va avoir la dernière partie qui est plus riche en bactéries, absolument certain. Donc, sur la fin du trajet de la digestion, on a plus de bactéries. Et c'est prévu pour. Mais maintenant, si les bactéries remontent, les bactéries, elles se baladent, et puis elles peuvent proliférer. Il y a des bactéries qu'on appelle opportunistes. Et du coup, le but, c'est pas non plus qu'elles commencent à investir un petit peu leur petit bout de terrain dans tout notre organisme, spécialement dans la partie supérieure du tube digestif. Donc voilà, attention aussi avec cette histoire de microbiote, à vouloir simplement juste augmenter toujours sans, peut-être sans aucune mesure, les bactéries. Je pense pas qu'il y a des personnes qui me disent il faut juste plus de bactéries. C'est juste pour pondérer un petit peu le discours qu'on peut entendre. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Et donc là, on va essayer de faire un lien important entre tout ça. Alors, c'est pas forcément évident, mais je pense que ça va le faire. Volontiers la slide suivante. Donc, lien entre digestion, métabolisme, et puis globalement, tout ce qu'on va avoir ici, notamment le stress. Alors, donc là, je vous ai carrément donné quelques extraits du cours de la formation du projet Résilience. Donc cette fois-ci, c'est pas du contenu gratuit, ça fait partie de ce qui est payant ici, mais voilà, c'est tout OK avec ça. Vous saurez juste que ça fait partie du cours de la formation. Stress et problèmes de digestion. Bon, rien de nouveau. Vous êtes stressé. Le repas habituel que je digère bien tout le temps, là, ça passait pas. J'étais avec des amis qui me stressaient. Peut-être c'est pas vraiment des amis en fait, mais vous le savez pas encore. J'étais avec mon boss qui m'a crié dessus. Je suis en période d'examen. Bon, vous connaissez. Et là, la digestion, ça passe pas. Mais c'est pas le seul truc. Il y a aussi la fonction métabolique. Vous avez la référence à gauche, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si vous arriverez à la lire, mais bref, j'espère. Le stress, première fois ici, je vais juste vous lire la phrase. Le dysfonctionnement de la barrière intestinale,
est un phénomène biologique résultant la plupart du temps d'une exposition au stress et d'une interférence avec la fonction métabolique appropriée. C'est une manière de dire, de nouveau, que on a des choses vivantes à l'intérieur du corps qui ont besoin d'énergie. Et donc, on forme une espèce de tout cohérent. Et si à un moment, vous manquez d'énergie, rappelez-vous ce lien, pas forcément facile à comprendre au début, mais assez évident au final, entre l'énergie, la fonction et la structure. Donc, il faut que le truc fonctionne avec une certaine quantité d'énergie pour entretenir sa structure. Donc, il faut utiliser nos biceps en musculation pour garder leur utilité. Et du coup, ça coûte de l'énergie. Lien entre énergie, fonction, structure. On ne peut pas les dissocier. Ils sont même indissociables à tous les niveaux. Ce qui est compliqué, c'est de les interpréter. En simple, ici, le message, c'est stress. Oups, on a un autre mode de production d'énergie. On va avoir aussi des priorités qui vont être mises en place. Par exemple, on va donner surtout du sang au cerveau, de la chaleur au cerveau et à notre cœur. Et du coup, on va amener les nutriments en priorité dans les organes vitaux. Rien de surprenant ici, mais on change la dynamique. Et c'est très important parce que ça change beaucoup la suite. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Et là, on rentre dans le nerf de la guerre, que j'ai essayé de simplifier avec, vous verrez, un petit jeu de mots qui est digne de ma qualité de jeu de mots habituelle, c'est-à-dire pas très haute, mais j'assume totalement. Donc, on va parler de périodes de stress intense ou de périodes de stress chronique. Alors, la première chose, c'est de pas comprendre de toute cette explication, qui va prendre un peu plus de temps pour cette slide-là, de se dire que le stress est mauvais en tout temps. Par exemple, je suis pratiquant de musculation. L'activité physique que je pratique est une forme de stress sur le tissu musculaire. Rien de surprenant, ce stress, lorsqu'il est lié avec une période de récupération qui laisse la possibilité d'avoir des adaptations, on obtient de l'hypertrophie musculaire. Le muscle s'adapte en fonction du stimulus et des substrats et de la récupération. Donc on dort assez bien, on mange assez bien, on gère le stress, on stimule bien le muscle et au final, on a un muscle qui s'adapte. Mais il s'adapte à un stress. C'est positif, c'est du stress pourtant. C'est un stress intense, ponctuel. Maintenant, on a le stress chronique. Et le stress chronique, c'est vraiment différent. Par exemple, c'est tous les jours quelqu'un qui vous dévalorise. Par exemple, tous les jours quelqu'un qui vous crie dessus. Par exemple, des gens qui sont pas vraiment, qui représentent pas vraiment votre meilleur environnement bienveillant. Ça peut être des petites choses latentes comme ça. Et ça peut être aussi le fait de pas manger assez. Ça peut être aussi le fait de trop s'entraîner. Un cas tout à fait classique, les travaux de Lux, si jamais L-O-U-C-K-S, sur la disponibilité en énergie, si ça vous intéresse, notamment sur la fameuse triade de l'athlète. Le fait de trop s'entraîner, on va prendre, par exemple, j'ai pu m'entraîner à côté d'un groupe de femmes qui s'entraînaient pour les Jeux Olympiques en gymnastique rythmique, je crois qu'on dit ça comme ça, je m'excuse si jamais il y a des pratiquants ou des pratiquantes parmi vous, je suis pas sûr du terme, mais en gros, s'entraîner pour les Jeux Olympiques pour ça. Et dans ce type de sport, où on a à la fois une notion esthétique, qui est liée donc avec le corps directement, et puis des efforts absolument colossaux pour la coordination, etc., mais aussi des efforts qui sont physiquement demandants, on a beaucoup de femmes en aménorrhée. On a beaucoup de femmes aussi avec finalement une puberté décalée aussi, tout simplement. Et c'est lié avec un manque de disponibilité en énergie, parce que l'énergie qui est utilisée par le sport, elle a été utilisée pour un mouvement. Donc c'est de l'énergie qui s'est transformée en énergie mécanique, pour ainsi dire. Cette énergie mécanique n'est plus disponible pour le cœur, pour le cerveau, pour les gonades, peu importe. L'idée, c'est que l'énergie qui est utilisée pour le sport, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais on peut toujours trop en faire, peu importe le sujet. C'est toujours une question de mesure à trouver. Et donc ici, on peut considérer qu'un excès de sport, tout comme un stress psychologique, tout comme une sous-alimentation, tous ces critères peuvent poser problème. Si vous avez le combo des trois, alors là, ça va aller très vite. Et donc, à retenir ici, est-ce que vous pensez que le stress chronique, comme ça, est bon pour la fonction thyroïdienne, qui gère un petit peu toute l'énergie à disposition? Bon, on est à peu près à l'opposé de tout ça. Comment est-ce qu'on va compenser tout ça? Notamment avec notre cher cortisol, qui est très utile, encore une fois, mais lorsqu'on vient à manquer d'énergie, lorsqu'on ne manque pas d'énergie, lorsqu'on vient à manquer d'énergie finalement alors qu'on pourrait faire autrement, c'est un petit peu comme dire, c'est triste, vous avez un système de base sur votre voiture, par exemple, qui fonctionne avec un moteur à essence, et puis vous avez un plan B, vous avez un moteur électrique qui fonctionne pas très bien, mais du coup, comme vous avez oublié de mettre de l'essence, vous activez le deuxième moteur et puis vous roulez 3 fois moins vite, et puis c'est un moteur qu'il faut remplacer souvent et qui vous coûte très cher, je caricature un peu, et du coup, juste parce que vous n'avez pas mis d'essence, vous activez le plan B et puis vous tournez au moteur électrique. Alors,
Vous pouvez, mais la question c'est est-ce que c'est optimal? Et est-ce que sur la durée, c'est ce qui vous permet de rester le plus facilement en bonne santé? Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui vont certainement pas dans la direction de la santé sur le long terme. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut entretenir le fonctionnement thyroïdien, il faut faire attention aux hormones de relais qui sont sécrétées sur une trop grande quantité, alors que ce n'est pas nécessaire. Vous avez le fameux exemple qu'on vous donne, hein, vous êtes bien sûr dans la savane, parce que demain on se téléporte en savane, puis vous avez un lion qui vous fonce dessus. On s'en fiche de notre survie sur le long terme, il ne faut pas se faire bouffer dans les 10 secondes qui viennent. Donc on se casse, il y a toutes les hormones qui viennent, et si on tremble un coup après à cause de l'adrénaline, il n'y a pas de souci. On a pu se barrer, on a pu être focus, on a pu se sortir indemne de la situation. S'il y a 2-3 petites choses qu'on doit régler après d'un point de vue métabolique, on s'en sort. On est vivant. Maintenant, l'idée, c'est activer ce type d'hormones lorsque on n'a pas besoin finalement d'avoir ce type d'hormones pendant aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a une diminution de la fonction thyroïdienne. Parce qu'en fait, toutes nos glandes, quelque part, sont liées dans cet orchestre assez incroyable du corps qui fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il a à disposition. Et lorsqu'on tourne au cortisol, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et dans ces mécanismes compensatoires, vous pouvez avoir un intestin qui a plus d'énergie à disposition, parce qu'on met des priorités ailleurs, pour gérer notamment l'avancée simplement de la digestion. Vous pouvez avoir un excès de bactéries à certains endroits, et un des trucs qui peut sortir avec les bactéries, c'est ce qu'on appelle les LPS. C'est une abréviation pour les lipopolysaccharides, les endotoxines aussi, et vous allez gaspiller aussi certains minéraux. Donc le truc compliqué ici, c'est que vous pouvez vous dire que les lipopolysaccharides peuvent faire des dégâts sur le foie. Le foie concerne à peu près tout le corps, mais ça peut aussi attaquer la muqueuse intestinale. Donc, le petit jeu de mots nul que j'ai fait pour essayer de résumer tout ça, parce que les LPS, tout le monde ne connaît pas. Si vous avez trop de LPS, vous finissez en PLS, vous avez juste à changer l'ordre. C'est aussi nul que ce que vous venez de voir, il n'y a pas de feinte supplémentaire, je suis désolé. Mais du coup, l'idée, c'est savoir si on peut faire autrement que de laisser finalement une éventuelle prolifération bactérienne qui peut être liée avec une mauvaise gestion de l'énergie. Encore une fois, rappelez-vous, vous êtes stressé, ce n'est pas le moment de digérer. Votre sang ne va pas aller en direction du système digestif pour que, gentiment, on puisse se régénérer et puis faire avancer le tout. L'idée, c'est on envoie du sang aux muscles, au cerveau, au cœur, on se barre, on gère la situation. Là, votre système digestif, il est justement un peu en PLS. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Sur la durée, ça peut causer pas mal de soucis. Et puis, pour les personnes qui aiment les détails, vous pouvez avoir des liens aussi avec les excès de sérotonine et d'histamine. Pour les personnes qui prennent par exemple des antihistaminiques, vous faites peut-être assez vite le lien dans les périodes de stress où vous voyez tout à coup des choses qui se passent. Ça peut se manifester au niveau de la peau, psoriasis, eczéma, ce genre de choses. Ça peut venir d'un excès de stress qui indirectement vous change 2-3 choses ici de ce côté-là, au niveau de l'histamine notamment. Mais pour faire simple, à la base, c'est juste que ça aurait été mieux de ne pas être stressé de manière chronique. Et là, on parle bien de digestion, mais on parle aussi de thyroïde. Donc je pense que vous commencez à faire un petit peu les liens entre tout ça. Merci volontiers. La slide suivante. J'espère que tout le monde va bien. C'était assez dense, j'en suis conscient. Un truc un peu plus ponctuel et simple comme ça. Le stress, le cortisol, quelque part, on peut se dire, ok, les deux, ils sont liés. Et donc, admettons qu'on soit un adorateur du cortisol, on va commencer à dire le stress est tellement bien qu'il faut qu'on soit stressé tout le temps, et puis il n'y a que le stress qui rend plus fort, et puis on a une espèce de philosophie un peu malthusienne comme ça, qui suggère qu'il faut souffrir pour être beau, etc. Et puis la souffrance, c'est finalement bien, et puis on se demande si on fait vraiment de la science, ou si on n'a pas des personnes un peu dogmatiques qui aiment bien souffrir elles-mêmes et qui du coup veulent que le reste du monde fasse pareil. Je ne suis pas du tout de ces personnes-là, si ça peut vous rassurer. L'idée, c'est que le cortisol, ici, peut avoir un effet sur les jonctions serrées. Les jonctions serrées, peut-être ça vous parle, peut-être pas trop, mais justement, il y a des choses qui doivent passer au niveau de la barrière intestinale et des choses qui ne devraient pas passer. Et si le stress chronique lié à l'augmentation du cortisol, ça diminue la protéine de jonction serrée épithéliale intestinale Claudine 1, voilà, bref, ça s'appelle la CLDN1, vous avez un joli petit schéma ici si jamais, vous comprenez qu'il peut y avoir un souci. Si vous laissez passer des choses, alors que d'habitude, vous ne les laissez pas passer. C'est comme si vous vous dites de nouveau cet exemple un peu simple d'une frontière avec des gendarmes. Vous avez 3 gendarmes, il y a 2 personnes qui arrivent, ils arrivent à gérer la situation. Vous avez 3 gendarmes, il y a 10 personnes qui arrivent et puis qui restent un bon moment. À un moment, vos gendarmes vont être stressés, ils vont laisser passer des choses. Je caricature, c'est un peu nul comme exemple, mais c'est une manière de se représenter un peu cet excès de stress, pas juste ponctuel, mais chronique. Et du coup, on a des choses qui passent alors que ce n'est pas censé être le cas. Et
qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse rentrer dans notre corps des choses qu'on n'est pas censé laisser dans notre corps? On a toute la partie inflammatoire qui est liée à ça aussi. Et donc, on peut entretenir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade à cause d'un stress chronique. C'est pour ça qu'on a des liens aussi qui se passent à tous les niveaux de ce côté-là. Nickel, merci. Volontiers la slide suivante. Ok, donc là, on commence à rentrer dans le concret de ces différents liens. Peut-être vous avez une petite idée maintenant que le fait d'avoir un stress sur la durée, c'est pas bon, il y a des choses qui se passent. Là, on va essayer de faire des liens assez pragmatiques. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des stress répétés? Vous avez un petit schéma sur la gauche. Je vais d'abord vous donner le thème général de la slide. Si on est stressé, il y a un apport sanguin qui devient prioritaire à certains endroits. Donc, c'est le cas où vous vous dites, voilà, vous êtes manager d'une boîte, d'habitude, vous touchez 10 000 euros, puis vous devez gérer ces 10 000 euros le mieux possible. Et tout à coup, on vous dit, bon, bah voilà, il n'y a plus que 4 000. Comment vous faites? Vous faites au mieux. Et vous allez commencer à mettre des priorités. Et là, c'est pareil, c'est cette idée. On a un stress. Est-ce qu'on envoie de l'énergie, notamment du sang, au cœur, au cerveau, ou on envoie ça dans des zones, entre guillemets, secondaires, même si éventuellement notre cerveau a plus assez? Vous avez compris. On met des priorités. Donc, première étape ici, le stress implique une redirection des flux. Ensuite, on a aussi le problème du ralentissement de la vidange gastrique, parce que n'importe quoi qui ne reçoit plus d'énergie ne peut plus fonctionner aussi bien que s'il avait l'énergie à disposition pour faire son taf. Pour faire simple, vous avez tous vos employés, tout à coup il y en a un qui tire la gueule, soit qui n'a plus d'énergie, donc il n'a pas mangé, soit vous arrêtez de le payer. Dans tous les cas, il va moins faire son taf. Et là, c'est la même idée. Vous avez plein de choses qui travaillent avec une certaine forme de cohérence, une certaine dynamique, mais si quelque chose vient à manquer d'énergie, plan B, et le plan B, ça peut signifier je ne fais plus rien. Et si on a un ralentissement de la vidange gastrique, ce n'est pas forcément top non plus. Et il faut aussi garder en tête que toute la production d'enzymes coûte de l'énergie. Donc lorsqu'on parle d'enzymes, on parle de protéines, on parle de fabrication de protéines, et il y a quelque chose d'énorme dans le corps qui consomme énormément d'énergie qu'on appelle le protein turnover, qui est la rotation des substrats protéiques dans le corps. Une grosse partie des protéines qu'on va manger est en fait utilisée pas seulement pour les muscles. Si vous faites de la musculation à nouveau, vous comprenez qu'il faut une certaine quantité de protéines pour la synthèse des protéines musculaires, mais il y a des protéines, il y a des milliers de protéines dans tous les sens. Et il y en a qui sont liées justement aux enzymes digestives. Et si, à nouveau, vous manquez d'énergie pour quelque chose, certaines enzymes digestives fonctionneront peut-être moins bien. Et là, vous commencez à comprendre un peu tout le lien de ce côté-là. C'est-à-dire que on ne peut jamais négliger la disponibilité en énergie dans un corps qui a besoin d'être alimenté. Retour à la toute première slide, ou la deuxième, je ne sais plus, la deuxième probablement, qui est cette idée que comment est-ce qu'on alimente notre corps. Certaines personnes font des jeux de mots avec la santé, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on alimente la santé, et les personnes font très bien de faire ce type de lien, je trouve. Et du coup, c'est ne pas briser quelque part quelque chose qui nous permet d'obtenir de l'énergie de la meilleure des manières. Et donc ici, plus dans le concret, au niveau de la muqueuse intestinale, vous avez une libération d'adrénaline et de noradrénaline. Qu'est-ce que vous avez? Pour les personnes qui aiment les détails de physiologie, c'est maintenant, vasoconstriction. Donc vous avez les vaisseaux qui sont comprimés, pour faire simple. On parle de vasoconstriction et de vasodilatation pour l'effet inverse. Et le débit sanguin va augmenter au niveau du cerveau et du cœur. Bien sûr, à nouveau, on est dans nos priorités, mais ce, au détriment de l'intestin grêle. Et donc, au relâchement, on observe, là c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est le problème de reperfusion. Donc je vous lis la phrase telle quelle. Au relâchement, on observe une redistribution intense du flux sanguin au niveau des organes digestifs, notamment pouvant provoquer une ischémie dite de reperfusion. Donc là, en fait, si vous imaginez, d'habitude, il y a une rivière qui passe tranquillement, et là, tout à coup, la rivière, soit elle s'arrête, soit c'est une espèce de raz-de-marée, je caricature un petit peu. Ça va être plus délicat pour amener ce qu'on veut là où on veut, parce que c'est plus aussi fluide, littéralement. C'est pas aussi facile à gérer. Et c'est un peu ce qui se passe ici, avec des redirections, donc on parle vraiment d'un effet systémique, comme ça, avec le stress qui met des grosses priorités à des endroits, et du coup, on fait ce qu'on peut au niveau de la digestion, mais à un moment, il vaudrait mieux se focaliser sur la base. Comment est-ce qu'on diminue ce stress? Comment est-ce qu'on diminue le cortisol? Notamment, bien sûr. Donc au niveau de la flore intestinale aussi, on peut se dire, comme l'énergie est utilisée pour d'autres choses, notre partie qui a besoin d'énergie pour la production d'enzymes, elle est pas là. Donc peut-être qu'on digère moins bien. Et donc ça devient un cercle vicieux, parce que si on digère moins bien ce qui nous apporte de l'énergie pour sortir du stress, on est en train de dire je fais un emprunt, mais en fait pour rembourser l'emprunt, j'emprunte à quelqu'un d'autre et j'augmente l'argent que je dois rembourser au final. On rentre dans un cercle vicieux et il faut que ça s'arrête quelque part. Et donc un stress aigu,
Ça peut aussi avoir un souci au niveau de ce qu'on appelle le nerf vague, qui est lié au système parasympathique, si ça vous parle, et ça peut ralentir la vidange de l'estomac, la vidange gastrique. Donc voilà, c'était un peu la partie physiologie. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde. Un petit résumé ici simple pour les personnes qui ne sont pas trop fans de détails physiologiques. Le stress a un rôle direct de redirection d'énergie et puis quelque part, la priorité, ce n'est plus votre système digestif. Donc on pense à autre chose. Les muscles, le cœur, le cerveau, votre système digestif est laissé derrière. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Et je ne pouvais pas vous laisser avec cette présentation sans interprétations ou sans quelques pistes à explorer, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie de la présentation. Volontiers la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, première question, est-ce qu'on doit rester à 37 degrés tout le temps? Non. Non, parce que, alors vous l'avez peut-être retenu dans les premières slides, en moyenne uniquement, la température de la population a apparemment diminué, environ un demi-degré. Donc, bon, il y a déjà des choses qui se passent de ce côté-là. Mais pour quelqu'un en bonne santé, sans aucun problème, au niveau de la fonction thyroïdienne, on va faire un lien dans un instant, qui se réveille à 36,5 degrés et qui ne se réveille pas à 37 degrés, c'est totalement normal en fait. On sait que la température fluctue au niveau de la journée, et quand on dit que le métabolisme est moins fort la nuit que la journée, ben encore heureux que lorsque vous êtes en train de marcher, vous ne dépensez pas autant d'unités métaboliques, on parle de MET, que lorsque vous êtes en train de dormir. Il y a quand même une partie récupération qui est logique. Vous consommez de l'énergie, bien sûr, mais la température diminue la nuit. Donc vous vous levez, vous mettez votre thermomètre sous la langue, et puis vous voyez que vous êtes à 36,5, ne paniquez pas, c'est juste normal. Ensuite, une fois alimenté, justement, une fois que l'alimentation a pu jouer son rôle, mais aussi que finalement vous êtes dans le courant de la journée, votre température devrait être plus ou moins stable aux alentours de 37. On va dire entre 36,8 et 37,2, ce serait une norme appréciable. Et donc ça fluctue. Mais ça fluctue aussi, mesdames, si vous êtes au courant de cette méthode, on peut utiliser la symptothermie, vous pouvez utiliser la symptothermie pour voir les fluctuations au niveau du cycle menstruel. Et puis, voilà, c'est pas juste une méthode de contraception, c'est aussi une méthode qui permet de mieux vous connaître. Et ce qui est intéressant, ça peut être justement de faire les liens avec ces différentes interprétations, savoir si c'est que le cycle menstruel qui fait que vous avez un peu plus froid à un moment et puis un peu plus chaud à un autre moment, qui est bien sûr lié aussi aux périodes de fertilité, mais c'est aussi lié à la fonction thyroïdienne. Et ça, c'est ce qu'on va voir notamment dans les slides suivantes. Volontiers pour changement de slide. Merci. Là, on a donc crédit à mon collègue Rémi, Rémi Masson du projet Résilience, si jamais ça vient de lui, ces informations. Comment est-ce qu'on va interpréter une température qui diminue ou une température qui augmente? Donc, temp, c'est juste abrégé pour température. Exemple classique, le matin, vous allez souvent entendre, le matin, j'ai pas faim. Le matin, j'arrive pas à digérer. Le matin, je fais du jeûne intermittent, par exemple. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Le matin, a priori, on sort d'une période de jeûne qu'on appelle un jeûne physiologique. Vous ne mangez pas pendant la nuit, sauf si vous êtes somnambule et puis que vous avez vidé le frigo sans vous en rendre compte. Ou le frigo d'un voisin parce que vous êtes en plus sorti sur le balcon. Non, blague à part, le matin, en théorie, on sort d'un jeûne. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Et sans mauvais jeu de mots, quand on dit déjeuner, en anglais c'est plus simple, breakfast, break the fast, donc on casse le jeûne, petit déjeuner pour faire simple, on va briser ce cercle. Maintenant, si notre température diminue, donc on prend notre thermomètre, on se dit « Ah super, je suis à 37 degrés ». Mais on mange quelque chose et là notre température diminue. Donc en fait, on peut se rendre compte que le manque d'énergie, qui est lié au fait qu'on n'a pas mangé, on fait un lien extrêmement simple. On jeûne pendant la nuit, on ne mange pas, par définition. Le matin, on manque d'énergie et donc on a les hormones de relais, bien sûr, le cortisol, l'adrénaline notamment, qui nous disent, je vais être un peu informel, mais l'adrénaline qui arrive, c'est j'ai besoin de pisser et clairement, je ne vais pas me rendormir. Donc si ça vous arrive à 3 heures du mat, bonne chance pour vous endormir à nouveau. Mais c'est lié à la disponibilité en énergie. Et donc, probablement que votre dernier repas, peut-être le soir d'avant, qui était à 18 heures alors que vous êtes allé vous coucher à 2 heures du mat, n'était pas suffisant pour vous permettre de passer une bonne nuit sans hormones de stress. Et donc le matin, quand vous mangez, vous avez l'adrénaline qui va être notamment chargée de concentrer l'énergie, pas seulement l'énergie, mais la température aussi à différents endroits, qui fonctionne de pair avec le cortisol. On va commencer à amener de la chaleur à différents endroits, au cerveau bien sûr, mais un peu moins en périphérie. Donc on a facilement froid aux mains, froid aux pieds. Si vous avez le combo le matin, vous êtes à 37, vous mangez quelque chose, vous passez à 36,3 par exemple, et vous avez froid aux mains, froid aux pieds, vous avez besoin de pisser, vous n'arrivez pas à vous rendormir,
vous savez que vous êtes à fond, à fond sur le relais hormonal. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il y a tous les critères qui vous permettent de le vérifier. Maintenant, le repas suivant, par exemple, vous avez pris un snack à 10 heures, vous mangez votre repas de midi, tout simplement. Votre température était un petit peu en dessous avant de manger, par exemple, elle était à 36,5, mais là, après le repas, la température atteint environ 37 degrés, entre 36,8 et 37,2. Bah là, on pourrait dire que le repas a bien fonctionné pour vous. Il vous a littéralement alimenté. Il vous a apporté suffisamment pour dire aux hormones de relais, c'est bon, il n'y a pas de lion, on n'est pas stressé, il n'y a pas notre boss qui nous crie dessus, on n'a pas un examen dans 10 minutes, tout va bien. Il y a de l'énergie, détends-toi, on a ce qu'il faut. Et du coup, ça reprend son rôle de flux d'énergie sans avoir besoin de passer par le relais hormonal. Et ça, c'est une interprétation qu'on peut avoir assez simple de la température, qui n'est absolument pas invasive. Pour dire ça concrètement, vous pouvez prendre la température sous la langue et puis la température sous l'aisselle si ça vous intéresse. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo YouTube qui est gratuite ou ailleurs dans mes formations, mais ça, c'est égal. Et là, vous n'êtes pas obligé de prendre la température rectale, pour dire ça concrètement, qui serait une mesure standard médicale. Mais ici, le fait d'avoir la température au niveau de la bouche, qui est plus proche du crâne, donc du cerveau, et une température un peu plus en périphérie, qui est au niveau de l'aisselle, ça vous donne déjà une idée de la distribution de chaleur. Est-ce qu'on va concentrer la chaleur au niveau du cerveau, ou on va même être capable de diffuser la chaleur un peu plus loin, notamment au niveau de l'aisselle, et pourquoi pas même jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils, qu'on n'ait même pas froid aux oreilles, au nez, aux genoux, aux coudes, toutes les extrémités. Et du coup, on a cette possibilité, rappelez-vous peut-être les toutes premières slides, de gaspiller de l'énergie, pour ainsi dire, mais en fait, on a suffisamment d'abondance énergétique pour dire à tout le corps, ça va, on a ce qu'il faut, on est dans une belle période d'abondance énergétique, pas de surplus, et on est en train de grossir sur la durée, mais d'abondance énergétique, on peut se permettre de gaspiller ou d'utiliser simplement de l'énergie pour tout le corps, pour thermoréguler. On peut avoir froid aux mains dans un cas, mais on peut avoir chaud aux mains dans l'autre cas. Juste une manière de retenir un petit peu tout ça. J'espère que ça va toujours. On est gentiment aux dernières slides, donc vous allez pouvoir poser des questions. Volontiers la suivante, s'il te plaît. Je me rends compte, j'en ai mis beaucoup, peut-être plus que nécessaire, mais on va voir comment ça se passe. Donc, autre interprétation. Là, si par exemple votre température stagne sur la durée, exemple très concret, parce que c'est quelque chose que j'utilise avec quasiment tous mes clients, au moins en tout cas la différence de température avant et après le petit déjeuner, typiquement avec la température sous la langue sublinguale et la température axillaire, donc sous l'aisselle. Si vous restez par exemple à 35,8 de température, donc vous êtes en tout cas 1 degré en dessous de ce à quoi on s'attendrait, le fameux 37. Vous pouvez tester plusieurs choses. Par exemple, tester différents ratios de macronutriments et tester d'autres répartitions. Exemple très concret, vous mangez 2 fois 1000 calories parce que vous mangez à midi et vous mangez à 20h. Et puis, vous n'avez pas vraiment fait attention à ce que vous mangez, mais vous mangez 2 gros repas parce que vous vous sentez bien à ce moment-là et jusqu'à maintenant, vous n'êtes jamais vraiment posé de questions sur l'alimentation. Là, vous pouvez tester, par exemple, 2 repas de 1000 calories, vous pourriez répartir différemment, puis faire 4 repas de 500. On mange la même chose. On ne met pas plus d'essence dans le moteur. On mange vraiment la même chose, mais on répartit différemment. Qu'est-ce qui se passe quand on répartit différemment ? Eh ben, en fonction de nos réserves, en fonction de notre réservoir d'essence, pour ainsi dire, en fonction de nos réserves de glycogène, on parle de forme stockée du sucre dans le corps, on a du glycogène au niveau du foie, le glycogène hépatique, on a du glycogène au niveau du cerveau, le glycogène au niveau des astrocytes, on a du glycogène au niveau musculaire, mais, donc des muscles bien sûr, mais ce glycogène qui nous intéresse, c'est le glycogène qui peut redistribuer le sucre dans le sang. Et c'est le glycogène hépatique. C'est le glycogène hépatique qui est lié à une enzyme, pour les curieux, qui s'appelle la G6P, qui vous permet du coup de découper ces morceaux et de les remettre dans le sang. Donc c'est votre compte d'épargne. Vous avez quelque chose à payer, vous pouvez payer avec le glycogène hépatique. Si vous manquez de sucre dans le sang, glucose sanguin, glycémie, la glycémie chute, votre foie dit pas de souci. On a le cash, c'est parti. Dès que vous manquez de glycogène hépatique, vous allez tourner autrement. Et vous allez solliciter encore plus ce fameux relais hormonal. Donc c'est une manière de dire très simplement, le temps pendant lequel vous pouvez vous permettre de ne pas manger, votre période de jeûne, littéralement, va dépendre de vos réserves hépatiques. Si vous êtes en excellente santé et que vous êtes capable d'assimiler 2 gros repas sans aucun problème, et que lorsque, comme moi ici par exemple, assis, vous êtes capable d'utiliser une grande quantité de lipides quand vous êtes au repos, c'est quelque chose qu'on fait très volontiers, le cœur utilise volontiers des lipides au repos, les gros muscles, les quadriceps, bref, le grand dorsal, tous ces gros muscles que vous avez, utilisent très volontiers au repos du gras. Et donc, ça vous permet d'épargner, d'économiser du glucose au niveau hépatique, et donc vous pouvez tenir peut-être 10 heures sans manger, sans même trembler, parce que vous êtes devant l'ordinateur, vous avez eu un gros repas, et vous l'avez bien
digéré, métabolisé. Vous l'avez bien digéré, vous l'avez bien assimilé, vous l'avez bien stocké, vous êtes bien capable de restituer cela. Donc vous êtes un gestionnaire incroyable de l'énergie, à tous les niveaux. Pour vous, pas de problème, mangez 2 fois par jour 2 gros repas de 1000 calories. Si vous n'êtes pas aussi bon dans la gestion de ce flow, ce cash flow, de cette quantité d'énergie, qui est toujours liée à comment vous la digérez, peut-être répartir différemment sur la journée, ça peut être intéressant. Les différents macronutriments ont aussi un impact sur la glycémie, notamment les protéines, on l'oublie souvent, mais boire juste un shaker de protéines, ça perturbe la glycémie, ça a un effet insulinogène. Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Vous pouvez répartir ça différemment, même la même quantité, mais juste répartir différemment. Ce serait comme dire, allez faire 3 fois le plein d'essence au lieu de 2 fois. Si vous avez un souci et que votre voiture tourne moins bien dès que vous êtes dans les 10 derniers pourcents d'essence, vous faites le plein à 20%. C'est aussi bête que ça. En fonction de vous, en fonction de comment tourne votre moteur, vous allez adapter la fréquence des repas sans forcément changer la totalité de l'essence que vous allez mettre sur une journée dans votre voiture. La quantité et la qualité sont toujours liées, donc il ne faut pas oublier l'apport de certains minéraux, l'apport de certaines vitamines, les liposolubles notamment. Si vous avez un seul repas et que votre but est d'assimiler tout votre quota de vitamines liposolubles à ce moment-là, il vous faut une certaine quantité de lipides par exemple, ça optimisera l'assimilation. Mais du coup, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule opportunité pour obtenir, donc pour assimiler, pour vraiment obtenir et le placer au bon endroit, tous vos minéraux et puis toutes vos vitamines. Donc c'est peut-être quand même plus difficile, vous avez moins de marge. Peut-être le fait de manger plus souvent, même si ça ne s'appelle pas la fameuse warrior diet où on mange 1 fois par jour comme nos ancêtres, blablabla, même si on ne sait même pas ce que faisaient nos ancêtres vraiment il y a 10 000 ans, mais ça c'est encore un autre débat. Tout à coup, les nutritionnistes sont absolument sûrs de la totalité de l'archéologie sur la planète, alors qu'on est loin d'être sûr que les choses ont évolué comme on le veut. Mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est peut-être un discours autoritaire qui n'a rien à voir avec le côté pratique de ce qu'on peut vraiment interpréter. Et il y en a qui se sentent plus pétés, quoi. Là, en pratique, l'idée, c'est de savoir comment nous, on tourne en fonction de ce qu'on a à disposition dans notre contexte actuel, qui est un contexte industriel avec de la nourriture partout, où c'est à nous de savoir comment on doit se gérer. Donc, il faut regarder la quantité et la qualité et comment nous, on digère chaque chose. Et ça peut clairement être changé sur plusieurs repas. Autre point, et ça, j'insiste, c'est la petite notice à regarder avec le personnel soignant, le personnel médical. Vous pourriez considérer des choses comme du bleu de méthylène ou de la lumière rouge. Le bleu de méthylène, c'est quelque chose qui peut aider à accepter ce fameux flux d'électrons. C'est quelque chose qui peut remplacer l'oxygène, littéralement. Donc, c'est un accepteur d'électrons pour les personnes qui veulent les détails. Et la lumière rouge peut être aussi très intéressante pour ça, parce que finalement, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je parle beaucoup de moteur, ça peut se passer au niveau des mitochondries. Et un des complexes qui est connu, un complexe mitochondriel, qui est le complexe 4, je fais une mini parenthèse biochimie, je retourne sur du vulgarisé dans un instant. Le complexe 4 qui est la cytochrome C oxydase, l'oxyde nitrique peut se lier à cela. Et les deux choses que je connais, j'en connais pas d'autres pour le moment, peut-être qu'il en existe d'autres, qui peuvent dissocier le NO de cette cytochrome C oxydase, c'est le bleu de méthylène et la lumière rouge. Donc concrètement, ça veut dire exposez-vous au soleil, même à l'intérieur de chez vous, le spectre infrarouge traverse les vitres, donc vous avez quand même le spectre rouge qui passe, une partie. Et puis le bleu de méthylène, c'est quelque chose que vous pouvez regarder avec votre médecin, que vous pouvez éventuellement utiliser pour ça. Les doses à partir du milligramme par jour, donc 1 millième de gramme, rien du tout, donc peuvent avoir un effet déjà intéressant comme accepteur d'électrons qui vient soulager quelque part les parties qui n'arrivent pas à utiliser l'oxygène correctement. Et le dernier détail, mais vous le savez déjà, considérez la totalité de votre mode de vie, la gestion du stress, la gestion du sommeil. Il y a de plus en plus de données extrêmement percutantes et intéressantes sur la pollution de l'environnement, pas uniquement l'air, mais aussi par exemple le Wi-Fi. Si vous êtes juste à côté, c'est le cas là aujourd'hui, je voulais juste être sûr de pouvoir être connecté notamment sur mon téléphone, mais sinon le reste du temps j'éteins le Wi-Fi et je suis branché sur un câble par exemple. L'environnement social et professionnel, toutes ces choses-là ont un impact là-dessus, parce que on revient de notre gestion, comment est-ce qu'on gère le stress, comment est-ce qu'on gère la quantité d'énergie à disposition, et tout ça c'est connecté à chaque instant, n'importe où dans le corps. L'énergie à disposition, la fonction et la structure. Comment est-ce qu'on entretient la structure qui permet d'entretenir la fonction? Il faut assez d'énergie au bon endroit, le plus longtemps possible. Donc, toutes ces petites choses ont un impact. Et voilà, c'était une manière de vous permettre d'interpréter une stagnation éventuelle de la température. Si vous avez été stressé toute votre vie, vous avez toujours des gens qui vous stressent autour de vous, et puis vous n'êtes jamais exposé au soleil. Et puis en plus de ça, peut-être vous avez pas mangé l'alimentation la plus qualitative possible ces dernières années, il se peut que vous soyez bloqué à 36 degrés. Puis là, si on vous dit le syndrome de Raynaud, par exemple, vous avez froid aux doigts, c'est génétique, non, il y a plein de choses à faire avant de dire que c'est génétique, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aspect héréditaire possible, hein, bien sûr. Voilà pour cette partie-là. Volontiers la slide suivante. Il nous reste 3 slides. Donc, alors là, attention, là, je vais me faire incendier par tous mes collègues. Le sucre. Ça, c'est quelque chose que je donne dans mes groupes de coaching, des petites idées d'en-cas qui peuvent augmenter votre température. Donc, si, c'est un grand si votre métabolisme tourne bien et que vous lui donnez juste le carburant approprié, vous allez littéralement chauffer. Je ne vous parle pas de manger un tom yum un peu trop épicé en Thaïlande et puis vous avez chaud parce que vous avez aussi fait péter le côté hyper épicé. Et là, clairement, vous allez transpirer et tout. Mais il fait déjà chaud dans le pays. Là, je vous parle de quelque chose, vous avez froid, pas spécialement chaud, et vous prenez une cuillère de miel. Moi, je prends une cuillère de miel, je sais que j'ai chaud après. Je prends 2 décilitres de jus de fruits, des fois avec une petite pincée de sel, par exemple, je sais que j'ai chaud après. Un café avec du sucre, la même chose. Des dattes, des raisins secs, la même chose. C'est des idées d'en-cas ici qui sont des mélanges de glucose et de fructose. Et le fructose, qui est souvent décrié par des personnes qui, par exemple, disent que ça peut faire grossir des rats, puis qui oublient qu'on n'est pas des rats, le fructose pose vraiment pas de problème. Il a même des effets extrêmement intéressants, même pour le NAFLD, le Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Le fructose n'est pas du tout un problème pour l'humain. C'est quelque chose qui effectivement doit passer par le foie, mais c'est pas quelque chose qui engraisse le foie directement. Bonne chance pour grossir avec du fructose si vous êtes un humain et pas un rat de laboratoire. Parenthèse fermée, le fructose a un effet extrêmement intéressant sur la réduction du stress avec le glucose, parce qu'en fait, il améliore aussi l'assimilation du glucose. Donc là, vous avez une étude, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude sur les rats d'ailleurs, et même sur des rats, donc c'est quelque part pour vous dire que même sur des rats, ça fonctionne. Si vous vous exposez au froid, vous faites la méthode Wim Hof, etc., si vous voulez une diminution du stress, il suffit de manger quelque chose de sucré avant. À votre place, pour l'exemple, je n'irai pas faire une méthode Wim Hof à jeun, parce que là, vous êtes en train d'accélérer. Une fois que vous êtes complètement vide au niveau de votre réservoir à essence, c'est là que vous accélérez. Donc vous accélérez à fond sur les hormones de stress. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que ce coup de boost est tout sauf bénéfique sur la durée. Pensez, si jamais, pour les détails, aux heat shock proteins, pour les personnes qui veulent aller creuser un peu plus loin. La parenthèse ici était surtout pour vous dire que même pour des personnes qui ne sont pas censées digérer aussi bien le sucre que nous, il peut y avoir un effet intéressant sur la diminution du stress pour le cortisol. Des personnes, pardon, des espèces. J'ai rien contre les rats et les souris, hein, bien sûr. Mais... Donc, voilà, c'est une autre manière peut-être de voir le sucre. Et le sucre peut venir dans des fruits, dans des jus de fruits pressés, pas des oasis, hein, on se comprend bien, c'est pas la même chose. Des dattes, très peu de micronutriments hein, dans les dattes, si jamais vous verrez. Il y a peu de micronutriments dans le miel aussi, même le miel qualitatif, ou dans le sirop d'érable. Ça fait plus joli que le sucre, mais c'est pas là que vous allez obtenir vos micronutriments. C'est dans vos fruits, dans les œufs, dans le foie de ruminant, c'est dans ce genre de choses où vous allez avoir des pépites en micronutriments. Si vous prenez un peu de sucre et vous êtes sportif, c'est pas la même optique ici. Donc voilà, petite parenthèse ici pour des trucs pratiques à tester pour augmenter votre température. Si par exemple à la place de ça, vous aviez, je sais pas, de l'huile de lin à la cuillère, parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment jouer avec le stress oxydatif dans leur corps. À la place de l'huile de lin, pour la même quantité de calories, vous prenez des cuillères de miel, vous allez voir que l'effet sur la température n'a rien à voir. Voilà, c'est bon pour cette slide, volontiers la prochaine, s'il te plaît. On est à l'avant-dernière. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse ici pour la thérapie à la lumière rouge. Je pense qu'on peut vraiment se permettre d'appeler ça une thérapie, en tout cas dans notre paradigme actuel où c'est difficile de s'exposer au soleil suffisamment. Si vous êtes fermier, par exemple, et vous êtes déjà largement exposé au soleil, cette partie ne vous concerne probablement pas, en tout cas pas si vous êtes dans un endroit qui est généreux d'un point de vue rayon solaire. Et le spectre infrarouge, c'est quelque chose qui... Et ça, c'est absolument pas controversé, il existe des chauffages à infrarouge. Vous faites chauffer littéralement grâce au spectre infrarouge. Infrarouge, ça veut dire qu'il n'est pas visible. C'est rouge, mais c'est la partie rouge non visible. C'est un peu plus long en termes de longueur d'onde, si jamais, pour les détails. Et ça peut être vraiment intéressant à considérer si votre température reste basse. Et là, le lien, même si je ne vous l'ai pas mis complètement, vous pouvez le trouver gratuitement sur le projet Résilience si jamais, c'est juste un téléchargement. Il y a des milliers, littéralement des milliers d'études maintenant. Et bien sûr, il y a toujours plus d'études sur les animaux. Donc, il faut se dire qu'est-ce qui reste après ça. Il y en a encore quand même plus que 1600, je crois, sur les humains. Donc, ça reste un gros domaine. Hein. Ce n'est pas juste une mode ou quelque chose comme ça et ça va changer demain. Il y a vraiment une documentation extraordinaire sur la lumière. Quand on parle de flux d'énergie, quand on parle d'alimentation, si on oublie le soleil, l'exposition au soleil, on oublie une grosse partie de ce qui peut nous aider à vraiment rester en bonne santé. Et la santé, en tout cas dans ma perspective, c'est un tout. Hein. C'est pas juste vous mangez bien, ok c'est bon, vous n'aurez jamais de problème. C'est hyper important de manger bien, c'est clair. Mais
il faut retenir que le spectre rouge, c'est aussi quelque chose qui fait partie de nos alliés pour régler des problèmes qui sont aussi liés grandement avec la nutrition. Et je pense qu'on va arriver à la dernière slide. Ouais, alors volontiers la toute dernière, s'il te plaît. Et voilà, ça c'était juste pour vous dire en gros merci pour votre attention. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé au niveau de tout ce qu'il est possible de prendre en considération pour par exemple améliorer la digestion. Pas juste se dire bon ben on donne des probiotiques ou des enzymes, ben pourquoi est-ce qu'on ne produit plus d'enzymes? Pourquoi est-ce qu'au niveau de nos bactéries, il y a quelque chose qui pose souci? Est-ce qu'il faut juste augmenter les bactéries ou est-ce qu'il faut peut-être recréer une sorte de dynamique? Il faut regarder la fonction thyroïdienne. Qu'est-ce qui peut empiéter sur la fonction thyroïdienne? Ah, bon, on peut regarder les cosmétiques, on peut regarder les polluants, on peut regarder la proximité avec le Wi-Fi, on peut regarder plein de choses. Il y a déjà des données très claires sur la 2 et la 3G. Donc, c'est pour vous dire que là, on est quand même un petit peu plus haut pour ne pas rentrer dans la controverse. Il y a clairement des effets. Il y a clairement des effets. Après, il y a des débats qui sont faits justement au niveau de la température. Est-ce que ça va créer un changement de température ou non? Ou est-ce que ça peut avoir un impact ailleurs? Mais il y a en tout cas une chose qui est claire, c'est que par rapport à l'exposition, plus vous vous éloignez, je ne sais plus quel est le calcul, mais c'est un truc genre inversement proportionnel à la distance ou quelque chose comme ça. Pour dire simple, chaque mètre où vous vous éloignez du Wi-Fi, par exemple, c'est quelque chose qui a un impact colossal sur la puissance, en l'occurrence de l'effet que ça a sur votre corps. Donc il suffit des fois de le déplacer à l'autre bout de la pièce et ça change tout, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les quelques détails. Et si vous voulez aller plus loin, il y a dans la partie basse de la slide ici, il y a tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Je suis actif sur les réseaux, Instagram et YouTube, et j'ai une newsletter et j'ai un petit canal Telegram aussi, si jamais. Vous pouvez me trouver sous William Janssen, donc là vous avez plusieurs liens. Et puis globalement, si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi les liens ici, mais je ne vais pas les détailler davantage. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Et puis comme ça, je ne vous embête pas plus que ça si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a aucun souci. Je pense que c'était jusqu'à maintenant tout ce que je devais vous présenter, en tout cas à voix haute. Et si ça vous va pour l'organisation, je ne sais pas comment on gère maintenant. Je prends très volontiers des questions. J'ai encore bien sûr du temps que j'avais prévu, comme annoncé, pour ça. Maintenant, c'est les questions. C'est maintenant les questions, d'accord. Donc je ne sais pas comment est-ce que les personnes peuvent les poser ou comment ça fonctionne. Ils peuvent activer leur micro pour poser la question. Et c'est toi qui donnes l'autorisation? Oui, ils peuvent en fait, ils ont juste à cliquer. Ah, on a Magali. Je vais cliquer dessus. Yes. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, salut. Salut. J'ai deux questions en fait. Quand tu parles de protéines et de glycémie, je comprends pas, enfin je connais pas le mécanisme en fait, comment les protéines peuvent activer en fait Bien sûr. l'insuline. Oui. Donc ça c'est la première. Est-ce que tu veux poser tes deux questions ou je réponds entre deux? C'est comme tu préfères. Oui, et la deuxième, donc, qui n'a absolument rien à voir, c'est par rapport à l'exposition au soleil. C'est, Oui. dans quelle mesure, en fait, tu parles de s'exposer au soleil? Je veux dire, par exemple, là, aller marcher au soleil, donc on est quand même avec les 12 ans, etc. Est-ce que Oui. ça suffit ou est-ce que c'est vraiment une exposition au soleil juste pour le moral ou vraiment il faut s'exposer, tu vois ce que je veux dire? C'est super clair. Ouais, c'est super clair. Je vais, D'accord. alors je vais essayer de répondre à tes deux questions et je ne sais pas comment vous voulez faire pour l'organisation, mais pour moi, si ton micro reste activé, ça ne me pose aucun souci. Je vais essayer d'être le plus clair possible en répondant dans l'ordre. Les protéines sont de plus ou moins bonne qualité en fonction de l'aminogramme, la quantité d'acides aminés qu'on a et les proportions de ces derniers. Donc en fait, certains acides aminés ont un effet sur la glycémie, la leucine tout particulièrement, qui est cet acide aminé qui est bien connu des personnes qui font de la musculation parce que c'est quelque part un signal pour la synthèse protéique musculaire, mais ce signal est aussi lié avec une sécrétion d'insuline. Donc en fait, la leucine, qui est un des acides aminés importants qu'on retrouve dans le tissu musculaire d'ailleurs, c'est quelque chose qui va avoir un effet insulinogène. Si on a un effet insulinogène, donc une montée de l'insuline, et qu'il n'y a pas d'apport concomitant de glucides, ben on se dit l'insuline augmente, elle stocke ce qui est là à disposition, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, si la glycémie descend, eh bien, on peut avoir une réaction de stress parce qu'on a pris un shaker de protéines qui est riche en leucine. C'est un des critères positifs pour la synthèse protéique musculaire. Hein. Ça ne veut pas dire que je conseille des shakers de protéines, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, si on mange, par exemple, juste des œufs le matin, ou même du fromage, qu'on mange du jambon, qu'on mange du poulet, mais qu'on n'a pas d'apport concomitant de glucides le matin, alors que justement ça fait un moment qu'on n'a pas mangé, nos réserves de glycogène hépatique sont basses, on peut avoir une réaction de stress qui est liée avec cette simple perturbation ponctuelle de la glycémie qui n'est pas compensée. Je ne sais pas si ça répond à ta question pour la première.
Oui, très D'accord, ok. clair, merci. Avec plaisir. Il y a des données très claires là-dessus sur la leucine, tout particulièrement si tu veux regarder le côté insulinogène de cet acide aminé. Puis ensuite, c'est Oui, quand même bien documenté. Mais en gros, un shaker de protéines peut faire monter l'insuline davantage que le pain blanc, hein, mais on oublie souvent de le dire. Donc c'est important de garder ça en tête. d'accord. Ah ouais. Ouais, non, c'est pas une blague, hein. C'est pas juste manger des protéines, c'est bon, c'est pas des glucides, la glycémie va pas changer. Il y a cet effet lié à l'insuline qui a un impact sur la glycémie qui est très important à prendre en compte. Et puis pour la deuxième question, alors oui, bon, le soleil, dans un premier temps, n'a pas le même impact, bien sûr, et ça, je pense que la plupart des personnes s'en rendent compte. Par exemple, entre octobre et avril, typiquement, selon où on se situe sur la planète, hein, littéralement, on n'a pas la même capacité à synthétiser de la vitamine D, et ça dépend donc de l'intensité, ça dépend du moment, ça dépend de la hauteur, ça dépend de la pollution, et ça dépend de la totalité de la surface exposée. Et il existe des calculs gratuits pour voir si, par exemple, en sortant 20 minutes au soleil, je sais pas, en débardeur short ou en débardeur jupe, peu importe, l'idée c'est, avec quand même, par exemple, une bonne partie des bras et des jambes exposés, et donc la tête aussi, pendant combien de temps il faudrait rester, par exemple, pour synthétiser de la vitamine D, ou pendant combien de temps il faudrait rester pour avoir une certaine quantité de spectre rouge notamment. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans la plupart des cas, en hiver, on va tous galérer parce que on se dit ouais, je suis sorti au soleil. Bon, t'avais tes gants, t'avais ton bonnet, t'avais à peine le bout du nez qui sortait, c'était la seule surface exposée. On a beau rester 20 minutes, 30 minutes ou avec juste le bout du nez qui ressort parce qu'on a froid partout ailleurs, on va pas avoir une dose forte de cette lumière. En fait, c'est lié avec l'eau de notre corps. L'eau est un photoaccepteur et donc en fait, le fait qu'on ait une grande quantité d'eau dans le corps et que l'infrarouge puisse pénétrer assez loin dans les tissus, ça permet d'avoir un effet justement sur l'eau, comme les chauffages à infrarouge. Et donc, ça dépend de la surface exposée, ça dépend de l'intensité et ça dépend du temps. Donc, exemple très concret, bon, je ne vais pas forcément montrer ici, mais on voit que c'est lumineux derrière. Moi, si le soleil rentre dans mon salon ici, et puis que je suis chez moi, donc je fais ce que je veux, mais je me pose en caleçon comme ça chez moi et personne ne peut me voir. Je rassure, il n'y a pas de mémé qui sera choqué de me voir en caleçon couché au sol. Du coup, j'ai le spectre de lumière qui tombe sur moi, ça va me réchauffer, ça va avoir un effet intéressant parce qu'il y a le spectre infrarouge qui passe même à travers la fenêtre. Donc même en hiver, quand il fait froid, je peux avoir un bénéfice du côté de la lumière rouge, mais je ne vais pas synthétiser de vitamine D, c'est certain. Donc en fait, c'est un mélange entre tout ça. Et je pense que l'idée, la stratégie est très simple, c'est d'essayer de cumuler un maximum de soleil sans pour autant prendre de coups de soleil pendant la période qui nous permet de synthétiser de la vitamine D. Et ensuite, on a accumulé une certaine quantité de vitamine D qui est à disposition pour le reste de l'année. Ça ne fait pas depuis hier qu'on est capable de survivre aux saisons, hein, donc ce n'est pas depuis la supplémentation en vitamine D qu'on survit. Ça fait beaucoup plus de temps que ça qu'on a des mécanismes qui nous permettent de stocker une certaine quantité de vitamine D pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'en prendre en hiver, mais ça dépend de notre métabolisme. Ça dépend aussi de la fonction thyroïdienne qui est aussi liée avec la quantité de magnésium, à savoir que le magnésium peut aussi compenser un éventuel déficit de vitamine D, simplement parce que c'est un cofacteur aussi. Donc, pour donner finalement une réponse très claire, pour le moral, c'est toujours bien, mais pour l'effet physiologique et vraiment avoir un impact, en hiver, il se peut que tu aies besoin d'un dispositif à lumière rouge, et en été, si par chance tu es au bon endroit et que tu as pu t'exposer suffisamment longtemps, il se peut que tu n'aies rien besoin du tout et que ta santé soit suffisamment optimale le reste de l'année parce que tu as pu stocker suffisamment d'énergie et synthétiser finalement le cholestérol sous forme de vitamine D, mais aussi que pendant l'hiver, finalement, tu es assez robuste pour t'en sortir sans avoir besoin d'un petit soleil à la maison, entre guillemets, quoi. J'espère que ça répond à ta question, à tes deux questions. Oui, très bien. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes ont des questions? Il n'y a pas de questions bêtes, je suis là encore un petit moment, c'est volontiers. Et si jamais il y a quelque chose qui vous semble bête, ça me semblera pas bête, ça me donnera tout simplement une opportunité de préciser quelque chose qui n'était peut-être pas pour d'autres personnes, qui sont parfois timides aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport quand on est en déficit calorique. Du coup, Oui. on est en stress, enfin, on inflige un stress supplémentaire à notre corps, non? C'est bien ça? C'est juste, oui. Ouais. Je voulais du coup savoir comment garder ou comment optimiser le fonctionnement thyroïdien pendant un déficit calorique, s'il y avait des petites choses vraiment à pas négliger ou quoi, voilà. Superbe question. Oui, très volontiers. Alors, dans l'idée, si
tu pars du principe que pour équilibrer un flux d'énergie, tu es au maintien calorique, en très simple, tu prends pas de poids, tu perds pas de poids, et du coup, tu te dis que quelque part, tout ce que tu ingères finit par te permettre de stabiliser ton poids, et donc tu sors le plus facilement possible, pour ainsi dire, du relais hormonal, parce que tu donnes assez à ton corps. C'est une première bonne hypothèse. Mais si tu fais la même chose en diète cétogène, avant de répondre à ta question, je passe juste par cette petite parenthèse, ben, tu vas de façon chronique limiter les glucides. Tu vas de façon chronique dire à ton corps, on n'a pas de glucose, il faut faire du glucose à partir d'autre chose, débrouille-toi quand même parce que notre cerveau a besoin de son quota de sucre, et si c'est pas le cas, il peut utiliser des courses cétoniques, etc. Mais bref, utilise tes muscles, tes organes, ta glande thymus, etc. pour faire du sucre à la place, et on reste avec le cortisol élevé, l'adrénaline élevée, et des choix qui sont tout sauf optimaux pour faciliter une bonne oxydation du glucose et limiter le stress. En très bref, avoir suffisamment de calories, c'est une première chose. Avoir suffisamment de glucides, c'est une deuxième chose. Et donc maintenant, pour répondre enfin à ta question, si tu diminues les calories, mais qu'auparavant, tu avais par exemple 50 grammes de lipides, et puis que tu diminues à 40 grammes de lipides, et que tu regardes dans ton quota calorique de la journée, en pourcentage, tu passes par exemple de 36% pour donner un chiffre, 36% de lipides à 26% de lipides. Ben, peut-être que dans ce cas-là, tu as pu diminuer les calories de la manière la moins stressante possible parce que tu as pu conserver des glucides à côté, et que ces glucides ont pu garder leur effet de signal, notamment sur la satiété, et l'insuline en l'occurrence, dans une perte de poids, c'est extrêmement positif parce que c'est un indicateur de disponibilité en énergie, tout particulièrement disponibilité en glucose. Et dans une perte de poids, le glucose est vraiment lié à quelque chose d'extrêmement important au niveau de la gestion de la satiété, notamment la sécrétion de la leptine. Et il y a un lien entre la leptine et puis encore d'autres choses qui sont sécrétées par la suite. Et si tu veux optimiser les taux de progestérone, de testostérone, pendant une perte de poids, tu as vraiment tout intérêt à essayer de conserver suffisamment de glucides que tu digères bien, en considérant que c'est pas du tout parce que les glucides sont là et qu'ils disent ponctuellement on inhibe la lipolyse, donc on empêche la dégradation des lipides et donc sa mobilisation par la suite pour son oxydation. C'est pas parce qu'il y a l'insuline qui est présente pendant un petit moment après le repas que le reste du temps, on ne peut pas de nouveau activer la lipolyse. Dit autrement, c'est pas parce que pendant quelques minutes après l'ingestion d'un repas, il y a quelques glucides qui disent stop, on brûle pas de graisse, qu'on empêche le corps de brûler de la graisse pendant 23 heures et 50 minutes le reste du temps. Il est toujours capable de passer d'un substrat à un autre. Donc pour faire simple, un déficit calorique adéquat, donc pas trop de déficit calorique. Si possible, comme première stratégie, supprimer les graisses non nécessaires. Par exemple, des graisses type huile végétale industrielle, comme ce qu'on va trouver malheureusement dans les fast-food à gogo ou les asiates à gogo. Je dis ça, je suis asiatique moi-même, il n'y a rien à voir avec le problème. C'est le type d'huile qu'on va mettre dedans qui sont juste moins chères et qui permettent finalement de donner plus de calories aux gens sans pour autant se préoccuper forcément de leur santé. À un moment, il faut faire un chiffre. Mais du coup, si on diminue ce type de graisse, peu utile, on va dire, c'est probablement la manière la plus simple d'induire un déficit calorique sans pour autant induire un stress trop important, parce que plus on conserve de glucides par rapport à notre maintien métabolique, on pourrait même dire, plus on a de chances de diminuer le stress au final. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, super, merci beaucoup. Cool, merci pour ta question, pas de problème. N'hésitez pas, vous avez compris. A priori, je ne vais pas vous insulter. Je plaisante, bien sûr. Je vois qu'il y a en tout cas encore quelques personnes. Après, moi, je peux parler de choses et d'autres, si vous voulez. Non, je plaisante, je suis vraiment là pour écouter vos questions si vous en avez. Et puis, oui, j'ai entendu quelqu'un. Oui, comme on parlait justement de privilégier un petit peu les glucides en déficit calorique et de réduire les lipides, j'aurais bien aimé savoir, est-ce que tous les glucides ont la même valeur pour toi? Si je mange, parce que je sais que, de ce que je vois beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup la patate douce et la pomme de terre, et elles sont vraiment mises en avant. Si je mange un plat de pâtes ou du riz ou du pain, est-ce que, bon, je pense que un glucide est égal à un glucide, mais
Au niveau de la santé, est-ce que ça aura les mêmes répercussions ou pas du tout? Ok, alors j'adore ta question, même si je ne suis pas censé apporter une valeur à ta question avant d'y répondre, mais donc merci, c'est une question qui va me permettre de prendre du plaisir en répondant, on va dire ça comme ça. Les glucides, effectivement, sont dégradés au final en quelque chose qui va représenter du glucose, mais on a les polymères de glucose sous forme d'amidon, donc le riz, les pâtes, le pain, etc. Et puis on a le mélange glucose-fructose avec les fruits, par exemple. Pas que les fruits, hein, aussi le miel, etc. Et on a aussi les pommes de terre, et les pommes de terre, par exemple, c'est aussi de l'amidon, donc c'est aussi un polymère de glucose, c'est aussi plusieurs morceaux de glucose à la suite. Il y a plein de choses à considérer ici. Il y a le côté perte de poids, il y a le côté densité en micronutriments, il y a euh, le côté bénéfice-risque en fonction de la densité des micronutriments, mais éventuellement la présence problématique ou non d'antinutriments, par rapport en tout cas à la résistance de la personne en l'occurrence. Je vais te donner des exemples très concrets. Si tu veux perdre du poids et que tu veux pas trop te poser de questions, tu te dis, OK, je mange d'habitude 2000 calories, exemple super concret, on va diminuer de 20%, moins 400 calories par exemple, et c'est un exemple général. Hein, voilà. On se dit, on va garder un maximum de glucides pour avoir un maximum de micronutriments à la fin de la journée. Comment on fait? Bah, si on commence avec des pommes de terre et des fruits, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va favoriser les vitamines du groupe B. On va avoir à peu près tout ce qu'il faut en dehors de la vitamine B12 et le rétinol. On va avoir un peu de micronutriments par-ci par-là. On va avoir beaucoup de potassium aussi, ça va être très intéressant. On aura probablement le magnésium si les fruits sont frais aussi. Et puis, enfin, il y en aura assurément. En tout cas, on l'espère, ça dépend aussi de la production. Mais bref, on aura plein de choses intéressantes qui vont être liées à la conservation d'une certaine densité micronutritionnelle alors qu'on a moins de calories à disposition. La caricature, c'est personne peut atteindre ses quotas de micronutriments avec 300 calories. Personne de vivant de l'espèce humaine. Avec 300 calories, c'est pas possible. Avec zéro, encore moins, bien sûr, mais là, c'est du jeûne complet. Donc, c'est pas parce qu'on prend un super méga aliment, truc incroyable et tout, qu'on a ce qu'il faut. Parce que le flux d'énergie lui-même entretient, une autre manière de dire évite de gaspiller, entretient certains minéraux. Par exemple, trop stressé, ça permet de gaspiller du magnésium. Le magnésium se lie en intracellulaire avec l'ATP. Il y a une connexion ATP-magnésium à l'intérieur. Si on perd de l'ATP ou on perd du magnésium, on perd les deux. C'est là qu'on a plus facilement un remplacement de quelque chose d'autre et qu'on a par exemple le Ca2+, donc le calcium qui vient remplacer le magnésium. Donc par exemple la calcification de certaines choses, ça commence avec un déficit énergétique et ou de magnésium, les deux étant liés. Donc en fait, ce qu'il faut pour rester en bonne santé, c'est se dire, bah, je prends du pain blanc ou je prends des pommes de terre. Bah, si tu as assez de micronutriments parce que tu fais, je sais pas, 2 entraînements par jour, et puis que tu veux manger du pain blanc au levain à côté, tu verras que Rémi et Hugo vont parler du pain blanc et ça va, je pense, avoir une approche assez déculpabilisante, en tout cas dès le moment qu'on comprend le contexte. Il n'y a aucun souci. Par contre, si tu n'as aucun fruit, aucun légume et aucune pomme de terre, et puis que tu te dis, OK, bah, je vais manger que du riz toute la journée, tu vas quand même probablement te rapprocher de 2-3 soucis parce que il va manquer quelque chose à un certain endroit à partir d'un certain moment. Et c'est ça l'idée, c'est entretenir le mieux possible tous les besoins du corps, même si c'est jamais à chaque repas, mais c'est plutôt en moyenne sur une semaine. Tu peux te dire, essaye de garder une densité micronutritionnelle plutôt que de te dire les pâtes c'est mauvais, ou le pain c'est mauvais, ou le riz c'est mauvais. Dis-toi plutôt, est-ce que je peux me le permettre? La réponse à cette question, c'est est-ce que tu as tout ce qu'il faut à côté? Oui, bah fais-toi plaisir. Est-ce que tu digères bien le pain en question? Oui, bah alors raison de plus. Et ensuite, regarde, observe et puis adapte en fonction. Et ça te permet vraiment de te dire, il n'y a pas d'aliments entre guillemets mauvais. Il y a des aliments qui contribuent peut-être ponctuellement un peu moins bien à une certaine santé, mais il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus robustes par rapport à certains types de stress. Par exemple, moi, si je vais manger au restaurant, bon, la période s'y prête pas, mais imaginons l'exemple, j'aurais peut-être avec moi une dose de vitamine E, un mélange de mixte tocopherol, tocotriénol, pour me dire, OK, je vais limiter le stress oxydatif lié à des graisses hautement insaturées, qui vont être certainement liées avec ce repas que je ne peux pas planifier. Et ça, plus le fait que le reste du temps, je suis en bonne forme, etc., je me dis, bah, pas de souci, je vais manger avec des potes. Je me dis pas, c'est horrible, etc. Et tout. Donc, chaque information dans son contexte permet de répondre au final à ta question. Je pense que tu peux, si tu as pu répondre correctement à la question, maintenant que tu as compris, est-ce que tu peux te le permettre? C'était pas vraiment un oui ou un non, mais je ne sais pas répondre oui ou non, je suis désolé. Non, non, mais c'était très très clair. C'était très bien. Merci Super, beaucoup. avec plaisir.
Vous sentez vraiment pas gêné, hein. Je veux pas insister, je veux forcer clairement personne, mais je trouverais dommage que vous soyez peut-être juste gêné. Je vous vois pas a priori, je crois que je suis le seul à voir la caméra. Donc, je sais pas si tu veux redonner les consignes, il faut juste appuyer quelque part ou il faut juste parler, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut juste parler, en fait. D'accord. Bon, Après, je ne sais pas s'ils ont accès à la conversation. Ah, En fait, quand vous mettez votre souris sur l'écran, vous allez avoir une barre qui va s'afficher avec le temps, la caméra si on veut l'afficher, se muer ou activer la caméra, présenter ouais. quelque chose. Et plus loin, en fait, on a une sorte de bulle et c'est afficher la conversation. Ah, d'accord, ok. Alors là, moi, je vois que en tout cas, le chat par écrit, il est seulement accessible aux membres de l'équipe. Je pense que. Donc, on va essayer de le faire avec au vocal, en fait. En tout cas, pas de problème, hein, je suis là encore quelques minutes. Je sais que le ultime, ce serait 17h25 par là, de mon côté. Donc, il n'y a aucune pression. Encore une vingtaine de minutes d'interaction si vous le souhaitez. Et puis sinon, les personnes qui ont déjà posé des questions peuvent en poser d'autres. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gêne. Puis sinon, on peut peut-être gentiment conclure. Qu'est-ce que tu en penses? S'il n'y a pas de questions, et si tout a été dit, on peut arrêter maintenant. Je pense que c'était assez dense, donc ça laissera un petit peu de digestion justement des informations. Non, voilà pour les détails. Si il y a beaucoup de choses qui vous ont parlé là-dessus, je pense que le truc le plus simple à faire, bon, je suis pas en train de forcer qui que ce soit à aller sur Instagram, mais si vous allez sur Instagram, on peut trouver des informations qualitatives sur Instagram. On peut trouver d'autres choses pour rester neutre aussi. Mais sur la page du projet Résilience, il y a énormément de conseils qui sont liés avec toute la démarche que j'ai présentée ici aujourd'hui. Et ce sont des conseils gratuits. Il y a aussi des questions-réponses qui ont été données. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que vraiment en allant sur cette page, en se disant je fais le gars qui veut absolument rien payer ou le miss qui veut rien payer, c'est égal. Et puis vous voulez comprendre beaucoup de choses de la démarche, il y a vraiment beaucoup. Il y a des liens de référence scientifiques, il y a des explications de démarche synthétisées avec des graphiques, il y a des vidéos questions-réponses, il y a des recettes qui sont extraordinaires. Chaque fois, je me dis, purée, il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il y en a beaucoup trop qui ont l'air juste incroyables. Et voilà, je vous encourage vraiment à faire ça. Si vous aimez juste écouter, il y a beaucoup de choses que je partage sur YouTube. Donc, le plus dur, c'est d'écrire Janssens correctement. Janssens. Si vous écrivez Will Janssens correctement, vous tombez assez facilement sur ma chaîne. Et puis là, voilà, ça vous donne la possibilité d'aller plus facilement plus loin. Je réponds assez facilement sur Instagram, mais il faut juste pas que vous vous disiez ok, j'écris à Will, il a dit qu'il répondait rapidement et vous attendez une réponse dans les 10 minutes. Je peux pas, je garde des moments où je réponds, mais en général je réponds. Écrivez plutôt qu'envoyer des messages vocaux si jamais. Et puis sinon pour les derniers détails, juste envie de prendre un instant pour remercier toute l'équipe du salon pour l'organisation, pour l'invitation. Je suis super content d'avoir pu participer à l'événement. Et puis, j'espère que j'ai pu apporter des informations avec suffisamment de contexte et de clarté pour que ce soit utile dans une certaine proportion aux personnes qui ont décidé de venir m'écouter. Donc, je vous remercie à nouveau, vous toutes et vous tous, de votre présence ici. Merci à toi. Merci à vous d'être venu. Trop cool, merci. Et merci pour vos questions aussi. Du coup, bonne suite à tout le monde et je te laisse clore le truc comme il faut. Ok, pas de souci. Merci. Bon, du coup, merci à tous d'être venus nous
voir aujourd'hui en fait. Merci à William d'être venu présenter son sujet. J'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions et on espère bientôt vous revoir. Merci. Merci, ciao ciao.